Les bails, les airs, John Bondi Mogo, pas Mogondi, Floco, pas Floco. Aujourd'hui, je suis entouré de deux hommes. Comme l'a dit un des hommes à ma gauche, du Détroit au plateau. Mais ces deux hommes ont un point commun. Des vacances forcées. À ma droite, monsieur Lamal. Comment vas-tu, mon ref? Ça va et toi, mon frérot? Tranquillos. Ouais, franchement, content d'être là. Content. Ça fait plusieurs fois, hein. T'es un habitué maintenant. Hein. Quand tu m'invites, je suis toujours content. Ça fait plaisir. Moi-même, je t'envoie un message, tu vois, tu me réponds vite, je dis non, Lamal, c'est un bon. Ah, mais c'est normal. La tête d'homme, c'est un bon. Quand on me sollicite, en tout cas, quand toi, tu me sollicites, je suis toujours là. C'est la famille, ça on est bouge pas. ensemble. Ça fait plaisir. Moi, aujourd'hui, je vis vers Massy, t'as vu? J'ai entendu parler d'un gars. Un gars à côté, là-bas. Ouais. On m'a connaît. T'as vu? Et à l'époque où il y avait le grand L, tout ça, on avait souvenir de ça, tu vois. Ah ouais, des souvenirs lugubres. Monsieur Vecho, comment vas-tu, mon ref? Ça va. Ça va, ça se passe. Comme disait Lamal, là, quand on voit des invitations, ça fait toujours plaisir, donc on ira toujours bien. Même si j'étais mourant, je serais venu. Je pense que c'est toi, tu vois. Là, vous me touchez les refs. Ah non, magnifique. Bah, t'as vu, on va aborder un thème aujourd'hui. Les influenceurs des cités sont-ils à l'origine? Sont-ils responsables du phénomène des influenceurs? Mais j'ai une informatrice secrète qui m'a donné des informations. C'est-à-dire, elle m'a parlé de cette époque des cyber. T'as vu? Et elle me disait ce qu'elle m'a dit, hein, t'as vu? Elle m'a dit que les cyber, c'était les précurseurs. Enfin, on va dire que c'est les précurseurs de ce game des influenceurs. Et qu'en fait, elle me dit comme quoi, comme tout précurseur, bah, les cyber, en fait, ils n'ont pas récupéré les fruits. Tu vois? C'est-à-dire que on va dire qu'il y a d'autres gens issus d'autres classes sociales qui, à un moment donné, ben, on mangeait les fruits de ce que les cyber ont apporté, tu as vu? Parce qu'à l'époque, les cyber, c'était dans les années 2000, je crois, les années 2007, 2008, me semble-t-il. Ouais. Tu seras mieux renseigné que moi, tu vois. Et du coup, ben, il y avait des gens qui étaient connus sur Paris, tu vois. Des gens qui avaient moins de 18 ans, qui étaient connus, et qui avaient des comptes Facebook. Genre, quand tu avais plus de 5000 abonnés, tu étais quelqu'un de... Ah ouais, et ma soeur m'en a parlé à l'époque, tu vois, parce que ma soeur, elle avait 16 ans à l'époque, elle a 26 ans aujourd'hui, tu vois. Et je pense que des gens de votre génération, vous avez connu cette époque où il y avait des groupes, tu sais, même sur Paname, les Bookzer, je sais pas, il y avait plein de groupes. Donc, avez-vous été des cyber? Pour ma part, moi, oui. J'étais un grand cyber. Et sans prétention aucune, je pense que même j'étais le plus grand. Sans prétention. Ouais. Faut dire les choses. Disons-nous les choses. Un chat. Je suis, je pense à ce jour même, le plus grand cyber qu'il y a eu dans ce phénomène de mode. Et pour resituer les années, effectivement, t'as pas tort, c'est dans les années, disons 2008. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, ça a été intense, mais ça n'a pas duré longtemps. 2008, 2011, 2012, mais vraiment, ça c'était vraiment la fin. Ça a duré 4 bonnes années, 2008-2012, ouais. Et toi, t'as connu cette époque-là, les cyber, tout ça? Justement, vous m'apprenez quelque chose, parce que j'ai pas connu. Moi, j'étais incarcéré de 2007 à 2011. Donc en vrai, quand tu sors, c'est la fin. C'est ça. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas de smartphone, tout ça, à cette époque-là. Donc quand on était incarcéré, c'était plus les Maxons, les trucs comme ça, les téléphones un peu. Donc ça commençait à arriver les smartphones, mais c'était compliqué. Mais je pouvais pas suivre. Nous, c'était vraiment la télé, les ceci, les cela. On n'était pas trop Internet, tu vois. Donc voilà, Vecho, il est plus... Ouais. J'ai été un acteur majeur. Apparemment, c'était un game où il y avait beaucoup de Renois, on m'a dit, tu vois. C'était tu vois, un peu plus de Renois que d'autres gens que d'autres communautés, tu vois. Toi, comment tu as vécu cette époque-là, des cyber C'était comment, en fait, cette époque? En fait, pour remettre les choses dans le contexte, les cyber, ça a plusieurs... Il y avait plusieurs catégories de cyber. Ok, d'accord. Tu avais ceux qui, à l'époque, avaient déjà des problèmes dans leur cité et ne pouvaient pas traîner dans leur cité. Ok. Donc, ils sont arrivés... En fait, déjà, pour resituer le truc, les cyber traînaient souvent dans des gares, et des gares où il y a beaucoup de passages. On avait Châtelet, on avait La Défense, on avait Gare du Nord, et pour les gens du 91, on avait Juvisy. C'était vraiment les 4 gares vraiment où se concentraient tous ces gens-là. Et tu avais ceux qui n'avaient pas le droit de traîner dans leur cité pour telle ou telle raison.
qui se retrouvaient avec d'autres gens, justement, comme eux, qui n'avaient pas le droit aussi de traîner. Donc, ils se retrouvaient sur Paris. Tu sais, quand tu prends une gare comme Châtelet, c'est à la croisée des chemins. Ouais, de ouf. Tout le monde se croise à Châtelet. Et après, t'avais nous. Je ne dis pas ça avec fierté, mais pour le raconter, nous, on était les voleurs. Ok. Et nous, on était les voleurs. À l'époque, c'était une mode de voler dans les trains. Tu sais, d'arracher des téléphones, avec ou sans violence. Moi, pour ma part, j'avais, même dans ma bêtise, on va dire que j'avais ce minimum de conscience qui se disait, tu ne peux pas et être violent et être un voleur. Même déjà mentalement, je me disais ça. Mais après, judiciairement parlant, je me disais toujours, au pire, si on m'attrape, je ne suis qu'un voleur. Mais si on t'attrape que tu es un voleur, en plus tu es violent, tout ça, c'est des circonstances aggravantes. Voilà. Ouais. Tu avais cette catégorie-là. Tu avais ceux qui venaient pour la violence. C'est-à-dire que c'est des mecs qui étaient dans leur cité. Et quand on leur disait, bon, tel jour, il y aura bagarre avec les mecs de telle équipe, eux, c'était là juste pour ça. Et tu avais les autres que moi, j'appelais les suiveurs, qui étaient là, tu sais, comme dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tu as les leaders, tu as les suiveurs. Moi, j'étais un leader. Mais en tant que leader, Yann, tu connais, il y a 4-5 potes à toi qui te suivent. Hey, tu fais quoi aujourd'hui? Ils se retrouvent à traîner avec toi, tu sais pas comment. Il y avait cela. Et après, bah, ce petit monde-là, tu connais, il fallait faire l'intéressant, il fallait avoir sa petite meuf. Ça veut dire que tu viens avec ta meuf, l'autre vient avec sa meuf. Donc au final, tu te retrouves avec autant de meufs que de mecs. Et les meufs aussi ont suivi. Et j'ai une question sur ce que tu disais, Vetchos, parce que c'est intéressant quand même. Grave, de ouf. Il faudrait quand même faire des reportages sur ça. Franchement, faire des reportages. Il y a eu un reportage à l'époque. Ouais, mais après, si c'est les reportages faits par les gens qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vécu, non, à l'époque, c'est pas la même chose. Enquête exclusive, là. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est des reportages qui... Ils nous avaient bien filmé, ils avaient fait un... Ah, ils ont fait un vrai truc, parce que moi, je préfère comme un mec, excuse-moi Bouba, mais tu vois, je préfère comme un mec qui écrit un livre, mais qui a vécu ce qu'il écrit, qu'une personne qui va, tu vois, ou un reportage, c'était là, oui, truc. Non, c'est un mec comme Vetcho, il fait le reportage, il dit voilà, moi comment j'ai vécu le truc, etc. Viens, je vais te ramener dans les vrais recoins où il y a eu des bagarres, ou je vais te ramener dans les vrais recoins où on volait, ou comment on volait. Là, c'est plus intéressant qu'un mec qui vient M6 avec sa caméra. À l'époque, le reportage avait bien pris parce que le mec avait vraiment bien fait. C'est pas un reportage, il parlait des logobis, tout ça. Non. Exact. Ah, c'est celui-là, d'accord. À l'époque, j'avais pas capté. En fait, le mot cyber. Ouais. Le mot cyber, c'est pas tout le monde qui connaît ce mot-là, mais il y a plusieurs façons d'appeler le même phénomène. C'est-à-dire que tu as des gens, quand tu vas dans les cités, on dit ah ouais, toi tu traînais à Gare du Nord. En vérité, c'est cyber. Tu as ceux qui disaient attends, tu vas en après-midi, tu es un danseur de Logobi. On a tous dit ça, T'es un danseur de Logobi, toi. Mais en vérité, c'était un cyber. Et en fait, si tu veux, ce phénomène-là, comment il se retrouve à danser, c'est qu'à l'époque, à cette époque-là, pour la plupart, on n'avait pas le droit de sortir en boîte. Ou les boîtes, ils nous recalaient. De toute façon. Vous étiez mineur, tu m'as dit. Vous avez moins de 18 ans. Voilà, donc, il y a eu ce phénomène que je pense que tout le monde aussi, avec notre âge, on a tout connu. Les après-midi, c'était des boîtes de nuit ouvertes, mais de 13h à 19h. Et en fait, ce petit phénomène-là, tout le monde se retrouvait là-bas. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, même, il y a eu beaucoup de bagarres. Parce que tu avais peut-être les mecs du 9-1 associés avec les mecs du 9-3 qui tapaient les mecs du 77, par exemple. Et tu avais beaucoup de ça. Et lors de manifestations, tu sais, il y a eu beaucoup de manifestations, genre... ce que j'appelle manifestation, ça va être la technoparade, la gay pride, tu vois ce genre de fête, le carnaval, la fête de la musique, tu vois tous ces petits événements-là, ça se retrouvait, c'était une occasion pour se retrouver et confronter qui a l'équipe la plus solide. T'as vu, avec du recul, c'était de la bêtise, mais quand on était dans le truc, c'était vraiment...
Ouais, c'est vrai que j'ai une anecdote aussi sur quand tu disais les après-midi, parce que moi je disais 2007 à 2011, mais avant j'allais dans les après-midi, tu vois que tu disais, et je me souviens dans les après-midi, bah, comme tu disais, on se retrouvait entre, il y avait des gars de chez nous, truc, et un jour on était parti à Villeneuve-Saint-Georges, tu vois. Je sens que tu vas me dire une dinguerie. Ouais, non, c'était une vraie truc. Je sens la dinguerie, mon frère. On s'est retrouvés à Villeneuve-Saint-Georges, tu vois, et nous, il y avait les mecs d'Alfortville, tu vois, les mecs d'Alfortville des Alouettes, il y avait Bébert. Tu vois, il y avait Bébert et j'en passe. Et eux, ils allaient toujours, on se retrouvait toujours dans les après-midi, tout ça, ils avaient un sac à dos. Et dans leur sac à dos, ils avaient tout le temps un extinct et un marteau, tu vois. Ah, je me souviens de cette époque. Et au début, ils traînaient dans notre quartier, tu sais, ils venaient des fois au Tourmaron, à la Haie, tout. C'était nos gars, tu vois. Mais un soir, enfin une après-midi plutôt, on va à Villeneuve-Saint-Georges. Et ce jour-là, je sais pas, ils s'embrouillent avec un mec de chez nous, tout ça, là. Et on marche comme ça à la fin de l'après-midi, donc on marche. Ils nous jettent une bouteille. La bouteille, elle explose. On se retourne. On leur dit, wesh les gars, vous faites quoi là? Et eux, ils nous disaient, vas-y tranquille, c'est pas nous, tout ça, avancez. Oh. On se dit, vas-y tranquille, on avance. Pendant qu'on avance, nous, on est là, on se dit, mais c'est des fous, en fait, ils sont en train de nous envoyer une bouteille, il faut qu'on les défonce, tu vois. Et on avait un gars à nous qui habitait à Villeneuve-Saint-Georges. Tu vois, il y a toujours un mec comme ça. Un gars, son daron, il habite à Villeneuve, sa daronne, elle habite à La Haye, tu vois. Et il nous dit, les gars, vous inquiétez pas, là-bas, il y a un petit parc. Il commence à faire nuit, tu vois. Il y a un petit parc, on va les attendre dans le parc, on va leur faire une embuscade. On leur dit, ok. On marche, ils nous envoient une deuxième bouteille. Quand ils nous envoient la deuxième bouteille, on riposte pas, on continue à marcher. Pourquoi je te dis ça? Après, je vais vous dire du côté des mecs de Maison Alfort, d'Alfortville, qu'est-ce qu'ils pensaient. Donc on avance, on se cache dans le petit parc derrière les arbres. Dès qu'ils passent, embuscade, on les défonce. Quelques années après, je me retrouve en prison à Châteaudun avec Monsieur Bébert. Ouais. Et on est là, on parle, ouais, truc, t'habites où? Ouais, là, il tourne en rond, ouais, truc, mais un jour, oh, truc. Il me dit quoi? Mais un jour, je sais pas si t'étais là, on est parti à Villeneuve-Saint-Georges, on s'est fait défoncer par des mecs de chez vous. Et je dis, mais voilà, j'étais là. Il me dit, mais non. Et il me raconte sa version de son côté. Donc il jette la première bouteille. On arrive, on dit, ouais, les gars, vous faites quoi? Eux, ils disent, vas-y, c'est pas nous, tout ça. Et on avance. Ils disent, Théma, c'est tapette. Okay. Théma, c'est tapette. C'est-à-dire, ils savent que c'est nous, mais ils font semblant tellement ils ont peur de nous. Ils avancent. Deuxième bouteille, on riposte pas. Il dit, alors là, on s'est dit, ah ouais, c'est vraiment des tapettes, on va les boire. Okay. Et quand vous avez fait l'embuscade, on n'était pas prêts. Okay. Donc vous nous avez surpris. Et il a dit, c'est pour ça qu'on n'est jamais revenu chez vous, tu vois, dans le quartier, parce qu'avant il y avait les descentes où tu redescendais. Il dit, on n'était jamais revenu chez vous parce qu'on avait respecté le 4-4-2 que vous avez fait. Tu vois pas le délire? Et là, ils étaient plus dans le respect que la vengeance. Ils se sont dit, non, franchement, ils ont été forts. Bien joué, tu vois. Et tout ça pour dire maintenant, tu sais, Bébert c'est mon gars, tout ça, tu vois. Mais ces après-midi-là, on a connu. Ils ont été fair play. Ils ont été fair play. Ils ont dit, franchement, là, vous respectez. Mais j'ai une question. Pourquoi cyber? Cyber, c'est par rapport à Internet ou le mot cyber, après, je ne saurais pas. En fait, pourquoi ça s'appelle cyber? C'est tout bête. Parce qu'en fait, les cyber, ils étaient très. T'as vu aujourd'hui? Aujourd'hui, on appelle ça un influenceur. Ouais, justement. On appelle ça un influenceur. Il a du monde sur Snap, sur Insta, sur ses réseaux sociaux. Mais à l'époque de ça, il y avait quoi comme réseau social? C'est vrai. C'était quoi Skyblog, non Skyblog. Et le truc à la mode, c'était Skyblog. Ouais, c'est ça. C'était Skyblog. Parce que moi, j'ai l'époque d'MSN, moi, tu vois. C'était ça, c'est ça. MSN, Skyblog, BlackBerry, BBM. C'était ça, les réseaux sociaux en vogue. Mais vous vous rappellerez qu'à l'époque, Internet n'était pas accessible à tous. Ouais. De ouf. Tout le monde n'avait pas un ordinateur chez soi. Et je me rappelle, connexion Wanadu. C'est compliqué. Voilà. Et ben, ceux qui n'avaient pas cet accès-là, allaient au cyber... Ah oui, au Taxifone en gros. Maintenant, ouais. Ah oui. Cyber. Ok, parce donc voilà pourquoi cyber. Ceux qui étaient dehors et calés dans les... sur Internet. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Mais là, tu nous expliques des choses, là, dès nous les années 80, tu vois. Là, tu nous expliques des choses, mon frère. Franchement, là, je suis éclairé. Non, je l'ai vécu. Après, je l'ai vécu à tel point que, tu sais, c'est un peu comme tout. Quand tu montes et que tu ne sais pas t'arrêter, tu descends. Et la descente, elle est incroyable. Moi, pour ma part, et je pense même que c'est ça qui fait que le phénomène s'est estompé, je monte. Et je suis connu là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver sur
les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qu'on appelle Snap et compagnie. Mais quand je vous dis que je suis un des pionniers, je suis vraiment un des pionniers. Parce que à la base, il y a des mecs qui traînaient à la défense. Ceux qui traînaient à la défense, c'est assez simple. Toutes les lignes qui ramènent à la défense, ça veut dire côté RER-A, Nanterre, tout ça, toutes ces lignes-là, traînaient là-bas. Les mecs du 9-3 traînaient à Gare du Nord. Pourquoi? Parce que le point commun de toutes les lignes du 9-3 était Gare du Nord. Maintenant, moi, depuis longtemps, je suis dans un esprit rebelle. Ce que j'appelle esprit rebelle, c'est que pourquoi je vais traîner avec eux, ils ont quoi de plus que moi? Pourquoi je vais traîner avec eux, ils ont quoi de plus que moi? Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que nous, le RERB, c'est-à-dire, il commence à Massy, Bagneux, Baconnais, Cachan. T'as vu tout le RERB là? J'ai dit, les mecs, pourquoi vous voulez qu'on aille à la Défense? Pourquoi vous voulez qu'on aille à Gare du Nord? Venez, on s'arrête à Châtelet, nous. Nous, on s'arrête à Châtelet. Notre QG, c'était devant le McDo. T'as vu, il y avait la petite fontaine. Il y a on était là. Les mecs du 9-2 Nord, tout ça, le 9-4 là-bas, eux. En fait, tous ceux du RER-A, c'est la Défense. La Défense, ouais. Tous ceux du Nord du RER-B, c'était Gare du Nord. Tous ceux du Sud du RER-B, c'était Châtelet. Et tous ceux du 91, c'était Juvisy. Ok. Et pourquoi je dis que je suis le pionnier? Parce que les gens qui traînaient à la Défense ne traînaient pas. Avant les cyber, à la Défense, il y avait déjà des équipes qui traînaient. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'avant, il y avait déjà des équipes. Comment ils s'appellent encore? Black Dragon. Voilà. Des anciens comme ça. Ils étaient déjà là. Eux, ils n'avaient pas le même combat que nous. Eux chassaient les skins, les ceci, les cela. Nous, on était vraiment là comme des zouaves. On volait, on se bagarrait. C'était notre... Avec des meufs. C'était notre lieu de rendez-vous. C'était notre lieu de rendez-vous. Et pourquoi moi je dis je suis le pionnier? Parce qu'un jour, je me suis réveillé, je dis les gars, traîner pour traîner et tout, là, venez nous, on fait un truc à but concret. On s'appelle les Black Boucans. Et quand j'envoie ça, je dis on est les Black Boucans, je peux te le dire. Hein. T'as tout le monde qui signe. Ouais, Black Boucan, ouais, Black Boucan. Mais tu regardes, là, tu prends Internet, tu regardes Google, tu trouves encore nos photos. Et nous, on avait une particularité. T'as vu, autant les Black Dragon, tout ça, eux, on va dire qu'ils avaient tous la même veste. Nous, on avait une particularité, c'était qu'on ressemblait à des zouaves. Piercing partout, teinture partout. J'en ai fait des teintures. Hein. T'as vu, jaune, noir, rouge. J'en ai fait. Et moi, je leur avais dit quoi? Les mecs, nous, vous savez ce qu'on va faire, nous? On traîne à Châtelet. Et dans un excès de confiance, je dis quoi? On va chasser les entiers. Ok, d'accord, jusque-là. Voilà, on va les chasser. T'as vu, les entiers, ça fait des années qu'ils sont à Châtelet. Là-bas. Ouais. Avant nous et après nous. Là, tu vois, ils sont encore là. Ouais. Tu vois? Oui, et moi, un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, les gars, on se réunit tous. Aujourd'hui, on va les chasser. Bon, je vous dis la vérité, ça s'est très mal passé pour nous. Ça s'est pas passé comme... les mecs... Ça fait depuis des années, ils sont là, tu viens, un truc. Des années qu'ils sont là, des bagarres. Ils sont déter... Bah oui. En plus, ils sont sous Rome. C'est-à-dire ça... Quand tu vas te bagarrer... C'est comme les Russes sous vodka, t'as capté? Quand tu vas te bagarrer avec un mec que tu viens de connaître, tu ne sais pas son point fort, tu ne connais pas sa faiblesse. Donc en vérité, vous partez là. Mais eux, en face, ils ont l'habitude de se battre ensemble. On s'est fait torgnole, démonter. On s'est fait démonter. Et comment cette histoire s'est finie? Il y avait un entier avec nous qui avait cette double culture, on va dire, qui pouvait s'adapter au fait de rester qu'avec des entiers et avec nous. Donc un jour, il fait le lion et eux, ils se rendent compte qu'ils ont la même mentalité que nous, sauf qu'eux, ils sont dans leur délire. Et nous, on se rend compte qu'on a la même mentalité d'eux, mais dans notre délire. On s'est assis, on a bavardé, on a dit, on vous laisse votre zone, laissez-nous notre zone. Et voilà comment... Mais du coup, tu as vu cette époque-là, là. Est-ce qu'elle est en lien avec l'époque de la tectonique, tout ça là C'est ça. Tu as vu, la tectonique, c'est encore... Tu as vu, la tectonique, c'est le précurseur de tout ce qui va suivre après. Parce que quand la tectonique, ça arrive, sur les premiers mois de la tectonique, on va pas se mentir, tout le monde signe. Tout le monde, Renoir, Rebeu, tout le monde est dedans. J'ai vu tout le monde avec des cheveux comme ça, tout le monde. Puis les mecs de cité se sont rendus compte que, wesh les gars, on doit s'habiller en slim. Tu sais, de passer d'un gestard requin
à une paire de super gaffillus, pantalon, cigarette serré, ça colle pas à l'image de la cité. Salif, il a dit non? Narchetan, je peux pas porter des jeans slim. Voilà, ça colle pas à l'image que nous on a aujourd'hui. Pour la petite anecdote en parlant de ça, bah, vous n'êtes pas sans savoir que la match, je l'ai connue en 2012-2013 en promenade à Fleury. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait lui, il y avait 2 autres mecs. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais là. Ça veut dire que comme moi, je suis rentré en prison en 2011, je mettais encore des casquettes TN, veste Scott, jean G-Star, paire de requins. T'étais à la mode. Quand eux, je les vois avec leurs petits jeans en promenade, leurs petits jeans, leur paire de Jordan, De ouf. je me rappellerai toute ma vie, je vais les voir, je leur dis, vous êtes fous, c'est quoi ces chaussures de... C'est des chaussures montantes. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ça fait combien de temps que t'es là? J'ai 2 ans. Je me dis, t'inquiète. Tu comprendras plus tard. Je sors, ce que je fais, j'achète une paire de requins. C'est la noire, la classique, comme tout le monde a eu. Sauf que je me rends compte que je suis le seul à porter ça. Les seuls mecs qui portent des requins, tu vas aller devant le PMU, tu vas aller c'est des anciens. Mais non, c'est plus à la page. Une semaine après, je vais acheter une paire de Jordan montante avec un pantalon serré, ça me va. C'est la mode. Et pour finir, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi tu montes, et bam, je suis descendu, à cause de toutes ces conneries, de bagarres par-ci, bagarres par-là, les deux, prison. Et généralement, tous, à peu près tous, qui avons fait ce petit phénomène-là, on a tous eu la même fin. Tous. Prison. Il y a d'autres qui ont... Il y en a d'autres... Moi encore, ça va. Ça m'a rappelé... J'ai pris 2 ans. Pour une bagarre, tentative d'homicide et tout, j'ai pris 2 ans. Mais t'en as d'autres qui ont pris 18 ans. J'ai des collègues depuis 2009 qui sont encore en prison pour ces conneries-là. T'as vu, il y en a plein qui ont pris... Il y en a plein qui ont pris... qui ont fait de la prison. Et après, bon... Tu te rends compte que traîner dans Paris, c'est pas ta cité, t'es pas... Ça c'est fini comme ça, chacun retourné... Mais du coup, est-ce que vous pensez que ce phénomène-là, après il y a des gens d'autres classes sociales qui se sont mis à côtoyer les réseaux, et qui, moi d'après mon informatrice, elle me dit que c'est ces gens-là qui à un moment donné sont devenus les influenceurs, mais qui se sont inspirés de toute cette époque-là. Elle me dit que les origines, elles sont là-dedans. Est-ce que toi, tu penses que c'est ça? Quand tu regardes les influenceurs dits de cité, de ma génération, par exemple, c'est vrai que sur 10 influenceurs, tu en retrouves bien 4-5 qui étaient déjà là à l'époque des cyber. Ouais. Quand tu prends un mec comme Vecho, tu prends un mec comme Noah Lunsi, enfin, il y en a plein. On tradait déjà avant. Et on est là aujourd'hui, on a juste changé. Après, je pense que ça a été une transmission. Tout à l'heure, je vous ai écouté quand vous parliez de transmission de Alonso qui fait un feat avec les anciens et OBG, il disait ça, tu vois. Je pense que c'est ça, c'est la transmission de ces gens-là qui étaient là déjà depuis longtemps et qui après d'autres influenceurs, peut-être sans le savoir, pour parler, on va dire, de bagarre, des fois tu te battais avec une cité voisine, toi-même tu savais pas pourquoi. Parce que tes anciens s'étaient battus avec eux. Et là, je pense que eux, en gros, ils étaient les précurseurs et que maintenant, aujourd'hui, les influenceurs qui n'ont peut-être pas connu ce phénomène-là, tu vois, de cyber, et ben, ils ont pris indirectement exemple sur eux, mais sans le savoir. Et en fait... Parce que moi, je me dis que votre mouvement, voilà, il s'est éteint, mais il n'y a pas eu d'oseille. C'est ça. Et en fait, la différence, c'est que ceux qui ont après se sont inspirés de ça, eux, par contre, sont faits de l'oseille. Par exemple, je vois même des mecs caucasiens, Norman, tout ça, là, qui... C'est ça, ouais. Aujourd'hui, il y a des agences qui se sont créées. Je vais te dire quelque chose. Excuse-moi, Vecho. Je suis haïtien. Premier pays à avoir pris son indépendance. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Précurseur. Quand tu es précurseur, c'est à double tranchant. Soit au départ, tu fais des choses, mais après, financièrement ou truc, tu t'y retrouves pas, tu te dis c'est compliqué. Et les autres pays après qui ont pris leur indépendance, ils se sont dit on va prendre notre indépendance, mais on va pas faire comme eux. Eux, aujourd'hui, ils n'ont pas un euro, donc on va faire les choses. Je rejoins totalement sur l'exemple qu'il vient de donner. Je vais prendre mon exemple, par exemple, mon cas, par exemple. Moi, j'arrive sur les réseaux sociaux en 2016. J'arrive sur les réseaux sociaux en 2016. Je mets une vidéo, je la balance comme ça sur Facebook. Je vais me coucher, je me réveille le lendemain matin, 1 million. T'as toute la France qui m'appelle. T'as vu ta vidéo, elle tourne, tout le monde la regarde et tout. Sauf qu'à l'époque, on a des vues, mais
on fait rien de concret avec. On ne sait pas quoi faire. Et celui, pour ma part, je dis bien pour ma part, selon moi, la vision des choses, pour ma part, celui qui a vraiment qui a eu le déclic et qui ne s'en cachait pas, pour moi, c'est Salva. Okay. Au mon Dieu Salva. Au mon Dieu Salva. En plus. Au mon Dieu Salva. Pourquoi je dis que c'est lui le précurseur des influenceurs de cité à avoir pris de l'argent? Parce que Salva, les gens lui disaient, je peux faire une photo avec toi? Il disait, mais tu crois que tu vas faire une photo avec moi gratuit? Elle paye. Sauf qu'il le disait en rigolant. Paye. Tu veux que je te partage quelque chose? Paye, paye, paye. Et tout le monde s'est dit, mais il est pas con ce mec. Hein. Il est pas con. Et de là, bon après, tu as vu, là on est dans le cadre vraiment d'influenceurs de cité. Ouais. C'est pour ça que je prends ce... Après les autres influenceurs là, je ne saurais te dire comment... Eux, de toute façon, ils n'ont pas les mêmes facilités que nous, parce que eux, il y a la télé, il y a plus de trucs. Mais est-ce que tu penses qu'eux se sont inspirés de vous? Quand ils ont... Peut-être parce que ça se trouve, ils l'ont observé. Parce que moi, j'observe même des grandes chanteuses aujourd'hui qui étaient des cyber, en réalité, tu vois. Aya Nakamura, par exemple. Par exemple, tu vois. Et du coup, est-ce que maintenant, les Norman, parce que les plus gros influenceurs, c'est des Blancs, des Caucasiens, toi, issus d'une autre classe sociale. Est-ce que tu penses qu'ils vous ont pas regardé, qu'ils ont vu qu'il y a un truc à faire, là, les mecs? Si. Parce que c'est à partir d'eux qu'on a parlé d'influenceurs. Oui. Parce que... Si, mais en fait... influenceur aussi, hein, comme Vecho l'a dit, excuse-moi Vecho, il y a eu la télé aussi qui a participé à ça, on va dire la télé-réalité, Secret Story, tu vois, c'est par exemple le premier. Love Story. Le premier c'était Love Story, tu vois. Les premiers influenceurs, je crois que c'est Love Story. Voilà, à les mettre un peu Loana dans la piscine, etc. Non, mais regarde, commencer à les mettre en avant. Pour parler de ça, je vais paraître peut-être méchant, voire même dénigrant, mais vous ferez les comptes, vous verrez que c'est une réalité. Le problème de l'Africain, c'est quoi? L'Africain ne cherche pas l'argent, il cherche la gloire. Mais j'allais te parler ça de la fame. Ça veut dire que quand tout le monde te connaît, mais tout le monde te connaît, pourquoi? Et quand tu regardes bien le Caucasien, comme tu dis, l'Européen, ou même certains Maghrébins qui réfléchissent, qui ont 2 temps d'avance, qui se disent, ouais, mais on est connu, mais non, il faut qu'on fasse de l'argent. Et le problème, la réalité, elle est là. Quand tu regardes un mec comme Noah Lunsi, qui à un moment donné, on va pas se mentir, c'est un des premiers à être au top et tout. Mais en réalité, quand tu regardes ce qu'il a gratté, ou même Vecho, quand tu regardes ce qu'il a gratté, ok, Vecho, tu rentrais partout en boîte, tu faisais plus la queue, tu avais des meufs à gogo. Quand tu fais le compte. Ouais. Mais est-ce que après... Elle est là, la réalité. Maintenant, ça a changé. On parle d'à l'époque, voilà. Oui, on parle bien d'à l'époque. Au début, au début, on était là. C'est vrai que les Renois, c'est la fête. Tu rentres dans la boîte, t'es content, t'es ceci. Même les potes, ils traînent avec Vecho, ils sont contents de dire qu'ils traînent avec Vecho. Alors que comme tu dis, les Normands et tout, eux, depuis longtemps, ils ont... Ouais, ils ont organisé. Regarde, quand tu regardes simplement, nous, on voulait être sur Snap parce qu'on snap à l'instant T. Quand tu regardes les mecs comme Normand, tout ça, ils ont commencé par quoi, eux? YouTube. Mais ils savaient déjà qu'ils allaient monétiser leur vue. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que c'est pas différent dans le sens où est-ce que les Caucasiens, on va dire les Blancs, etc., ils ont pas pris ça comme un travail et vous avez pris ça comme du loisir? Bien sûr que si. C'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, tu vois, faire des études, on parle d'études, imaginons, faire des études, peut-être que ça leur a apporté dans le sens où j'ai fait des études, mais je peux travailler l'argent, je peux faire de l'argent là-dedans. Et lui, il s'est dit tout de suite, ça peut être mon métier. Tandis que nous, on s'est dit, la fame, la fame, les boîtes, les ceci, mais on n'a pas pensé à ce que ça puisse peut-être faire notre métier. Tu vois, aujourd'hui, un influenceur, c'est un métier. Tu vois, c'est-à-dire que le mec, il prend plus qu'un mec qui travaille. Et eux, c'est caucasiens, on va dire, c'est blanc, etc. Ou les rebeux, comme tu disais, depuis la nuit des temps, ils ont le sens du commerce. Tu vois, aujourd'hui, je fais souvent la comparaison entre nos darons et tu vois, les darons, par exemple, rebeux. Il y en a beaucoup qui sont propriétaires. Tu vois, des rebeux qui ont des pavillons, même encore dans notre quartier, tu vois, à proximité, dans la ville, mais qui sont propriétaires parce qu'ils ont compris que voilà, ils pouvaient faire un crédit ou qu'ils pouvaient faire truc pour être propriétaires. Nous, nos darons, elles ont payé des loyers pendant maintes et maintes années sans le savoir qu'elles pouvaient être propriétaires. Tu vois, c'est juste de pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais une petite nuance dans ce que tu dis. Moi, je crois que beaucoup de Renois, en tout cas dans les quartiers, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils ont plus investi au pays, en fait.
plutôt qu'investir en France. Ouais, mais contrairement à des Maghrébins qui sont ça dit, aussi, t'as vu, quand tu dis ça, en France, tu vois, quand tu dis ça, je suis d'accord, oui et non. T'as vu, parce que on dit souvent, ouais, les Renois, ils ont pas investi, et t'as toujours quelqu'un derrière qui répond, ouais, mais ils ont investi au bled. Bouba, aujourd'hui, on va appeler un chat, prend 10 par an. Renois, réellement, parce que c'est bien de le dire, mais réellement, il y en a combien qui ont vraiment investi? Franchement, moi, j'en connais pas mal. Hein. Des parents maliens, des papas maliens, parce que les Maliens, ils sont très... J'allais venir justement à ce point. Mais les rebeux aussi. Hein. Les rebeux, ils ont depuis. Hein. Regarde, ils ont beaucoup de... Là, on parle vraiment des Renois. J'ai fait exprès de te poser la question parce que j'allais venir à ça. Mis à part les Maliens et quelques Sénégalais. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Ouais, et quelques Sénégalais. Ouais, c'est ça. Le reste des Renois, qui de ouf. Qui investit? Là, tu soulèves quelque chose de vrai. Là. Tu regardes des Congolais, tu regardes des Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est là. Parce qu'en ce moment, comme vous disiez, c'est la fame. Là. Être Ivoirien, aller en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est là. Ça veut dire que tout le monde investit un peu en Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes réellement, tu prends les choses terre à terre, les Maliens, oui, eux, c'est connu depuis la nuit des temps. De ouf. Le mec, il est capable de venir en France, dormir dans un foyer, ne pas manger un jour sur deux. Mais attention, quand il rentre au pays... Château. C'est un roi. C'est un roi, c'est... De ouf. Voilà. Les Maliens, Sénégalais, oui. Quelques Sénégalais. Quelques Sénégalais. Une partie des Sénégalais, oui. Maintenant, quand tu regardes le reste... Mais il y a aussi le fait que les Congolais, il y a eu un problème de stabilité politique au Congo, tu vois. Donc, ce qui fait investir là-bas, c'était compliqué. C'est même pas une question d'investissement. Après, t'as vu, après, ça reste culturel. T'as vu, le Malien pense à demain. Ça, depuis la nuit des temps, on sait que le Malien pense à demain. Quelques Sénégalais pensent à demain. Mais quand tu regardes l'Ivoirien, tu regardes le Congolais, surtout le Congolais, là, tu lui donnes 2000 €. T'as le Malien qui va dire, bon, attends, je vais aller acheter une petite parcelle de terrain. Je peux planter mes 2-3 maïs dans 5-10 ans. Ça va valoir ça. Puis tu as le Congolais, tu lui donnes ces mêmes 2000 € qui va te dire, attends, je vais aller acheter une veste Yamamoto à 2000 €. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, dans mon quartier, je parle de mon truc personnel, dans mon quartier, il y avait par exemple une famille de Maliens, je me souviens, nous, on faisait des sous, on sortait en boîte, on faisait des trucs, et je te jure que eux, ils étaient en mode, moi je coffre. C'est-à-dire, ils sortaient pas, nous on allait en te bois, truc, et ils coffraient. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont le mieux. Et qui ont investi en France, qui ont investi au pays aussi. Et trucs. C'est vrai que les Maliens, ils ont vraiment, depuis longtemps, ils ont le truc de, voilà, la cigale et la fourmi un peu. Voilà, c'est eux, ils travaillent, tu vois, pendant que nous, on va danser. Mais quand la bise va venir, l'hiver, là, c'est toi, tu vas venir chez moi pour essayer de te réchauffer. C'est vrai qu'il y a une mentalité commune, selon les ethnies, les communautés auxquelles on appartient. Après, voilà... je sais qu'on fait pas ça là dans ce plateau-là. Oui, on parle d'à l'époque en même temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on n'est pas dans la, enfin, on généralise pas non plus que tous les Maliens sont comme ça et tous les Congolais sont comme ça. Non. Mais c'est vrai qu'il y a une mentalité commune il y a des traditions qui ont été transmises faut investir, faut là. Par exemple, les Maliens, les Sénégalais, souvent, tu vas les voir en boîte, même quand ils sont jeunes, ils sont en mode parce que leurs parents aussi, c'est les darons, ils voient la brousse qui revient, ils repartent. Donc quand tu grandis avec ces exemples-là. Moi, j'ai grandi avec plein de Congolais grignés où t'as vu la fête, tout ça. Donc le mec quand il grandit, il est en mode fête, tout ça, mais ça veut pas dire qu'il a pas investi, que certains n'ont pas investi, mais s'ils sont dans cette mentalité où ça investit pas, c'est la fête, c'est parce que t'as vu à la maison c'était la fête aussi, et frère, on s'enjaille et tout ça, tu vois. Et moi ce que je me dis c'est que, regarde, tout à l'heure on parlait de Oh mon Dieu Salva, tout ça. Moi je parlerai aussi d'Opley. J'ai l'impression que la suite des cyber, en tout cas des mecs de cité, t'en as aussi parlé tout à l'heure, c'est Oh mon Dieu Salva, c'est Opley, qui vont commencer à œuvrer beaucoup sur Snap, il me semble, tu vois. Et t'as vu, en toute humilité, bien évidemment, je fais aussi partie des premiers, vraiment, parce que aujourd'hui, il faut le dire. En toute humilité, je suis le meilleur, je suis le numéro 1, mais en toute humilité, il me fume, tu vois. Faut appeler un chat un chat. Mais faut dire les choses, voilà, c'est comme ça. Faut dire, Zlatan, il le dit, et au final, il fait. Quand tu regardes bien, aujourd'hui, les gens, ils ont le mot mec de cité facile à la bouche. Donc la première question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'on appelle un mec de cité? C'est un mec qui a grandi dans un quartier, un quartier défavorisé, avec des difficultés, tu vois. Dans ces cas-là, mec de cité,
Moi, j'ai pas la même définition que vous. Qui a traîné, hein. Tu parles qui a vécu des trucs. Tous les influenceurs sont des mecs de cité. Parce que quand tu regardes bien, ils habitent tous dans une cité, ils étaient tous à l'école avec les méchants du quartier. Enfin, quand ils se voient, ils se disent bonjour, puis voilà. Pour moi, mec de cité, c'est pas ça. Après, il y a mec de cité et mec de cité. Il y a celui qui a traîné, et il y a celui qui était. Parce qui était cool, tu vois. Parce qu'on a grave connu des gens, des mecs de la cité, des mecs de la cité, on va dire. Pas des mecs de cité, des mecs de la cité. C'est-à-dire qu'il faire cette nuance-là. Mais ils traînaient pas. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on doit faire cette nuance-là entre mec de la cité. Ouais. Un mec de cité. Je suis un mec de cité. Ouais. Aujourd'hui, encore une fois, parce que je sais qu'il y a les plus jeunes qui vont regarder et tout, je n'en suis pas fier. C'est mon parcours, je l'assume, mais j'en suis pas fier. Je ne le raconte pas avec fierté, mais il faut savoir raconter ces passages de sa vie. T'as vu, moi aujourd'hui, je peux dire que j'ai œuvré pour ma cité. Ça veut dire, moi, je marchais dans ma cité. Moi, je marchais la tête haute. Moi, quand j'allais dans d'autres cités, on me disait, ah ouais, non, attention, il y a lui là, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. C'est un mec de telle cité. Quand la cité, elle était touchée, quand Lamal ou Booba se faisait attaquer, j'étais premier sur la ligne de front. J'ai traîné dans ma cité. J'ai traîné dans ma cité. Je l'ai traîné avec fierté dans ma cité. Donc, quand je quitte la cité pour me retrouver sur les réseaux sociaux, je me dis quoi? Je me dis, hey, j'ai trouvé un moyen de faire de l'argent sans me prendre la tête. C'est-à-dire que quand je vais dormir, même si à 6 h du matin, ma porte, elle sonne, je serai tranquille. Mais, donc, vas-y, je t'en prie. Je quitte la cité pour faire de l'argent sur un truc qui, plus en plus, j'ai des facilités. J'aime bien la comédie et tout ça. Maintenant, la différence entre le mec de la cité, c'est le mec qui a été à l'école, qui connaît tout le monde, parce qu'il était à l'école avec tout le monde, et truc. Et généralement, ces influenceurs-là, quand ils racontent, je ne veux pas dire de nom, mais quand ils racontent la cité, ils racontent ce que nous, on a fait. T'as vu, moi, quand je le raconte sur Snap, t'as vu, quand on était petits, on faisait des descentes? C'est vrai. C'est moi. T'étais dedans. Les descentes, c'est moi. Les cicatrices, c'est moi. Quand j'étais en promenade et je mettais la hagra aux gens, c'est moi. Je ne le dis pas avec fierté, mais c'est moi. Et la différence avec un mec de la cité, c'est-à-dire qu'il va te raconter exactement la même chose. Mais c'est un peu comme les rappeurs. Mais le problème, tu vois, Vetcho, c'est qu'il y a des mecs de la cité qui vont raconter ça mieux que toi. Donc ils vont être, tu vois, ils ont un talent. Non, parce qu'en vrai, il y a le talent, oui certes, mais en vrai de vrai. Demain, vous deux, vous battez. Qui a le meilleur champ de vision? C'est moi. Je vois exactement Booba, comment il a fait, quel coup il t'a mis le truc. Toi, t'es dans la bagarre, tu vois pas. C'est-à-dire que toi, quand t'es dans l'action, tu peux raconter des choses. Des fois, par pudeur, tu vas peut-être pas raconter tout dans les moindres détails pour pas aussi trop en dire, parce que tu vas avoir l'impression peut-être de te balance ou de balance certaines personnes qui vont se battre. Et d'un côté, peut-être que t'as pas vu aussi le coup que Booba il t'a préparé. Mais moi, je suis là, je suis un spectateur, je suis devant mon... Oh. Et là, quand je vais raconter, je vais dire Vetcho et Booba ils sont battus, il y a eu un truc Vetcho à un moment, parce que j'étais un mec de la cité. T'as capté ou pas le délire? J'avais jamais fait attention, t'as totalement raison. Mais t'as vu, j'aurais encore une autre nuance par rapport à ta définition. Le mec de cité, il peut être divisé en deux types aussi. Il y a le mec qui était là dans la bagarre, et il y a le mec qui était dans la cité avec les mecs qui se bagarraient, mais il était là. Mais genre, parce qu'on a connu des mecs, ils se battaient pas. Mais ils étaient là. C'est-à-dire que quand on va se remémorer, il y a 10 ans, t'en souviens, il était là. Il peut pas dire j'étais pas là. C'est vrai. Et le mec de la cité, par contre, lui, il était pas là. Il traînait pas avec les mecs. Il traînait pas avec les voyous ou avec les gars qui vendaient, ou même les mecs qui étaient juste tranquilles, qui faisaient du foot dehors, tu vois. À l'époque, on va pas se mentir. Tout le monde n'était pas en mode bagarre et vendre. À l'époque, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, comme tu disais, on n'est pas là pour faire l'apologie truc, mais à l'époque, quand t'étais un mec de quartier, si t'allais à l'école, c'était bizarre. Ouais, il y a plein de trucs. Tu sais, t'allais à l'école, c'était normal d'aller à l'école, tu vois, mais le vrai, tu vois, il séchait, il était... C'est pas sûr, c'est pas... Aujourd'hui, quand tu regardes tous les petits d'aujourd'hui, en moyenne, on va pas se mentir, ils ont une facilité avec l'école, ils ont tous le bac. Il peut devenir le plus con derrière, mais au moins il a le bac. Tu vois. Nous, à l'époque, je me rappelle, bon, moi, j'étais loin à l'école, t'as vu, j'étais jusqu'à mon BTS, je l'ai pas passé, mais j'étais loin. C'est lourd. Mais
c'était une dinguerie. T'arrivais à combiner les deux. Quand je sortais, je disais, vas-y, je vais en cours. Les mecs qui me regardaient, on dirait, limite, me faire complexer du fait que j'aille à l'école. Et ce que tu dis, c'est très important, c'est bien de le relever. En fait, nous trois, on a peut-être 6 ans d'écart avec toi. Ouais. Moi, je suis en 90. Voilà, 86, 80, 90. Comment dire, la cité, elle a évolué. C'est-à-dire, moi, je suis des années 80. C'est-à-dire qu'aller à l'école, c'était normal. T'as vu ? Et la plupart allaient à l'école. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelait un mec de cité, c'est un mec qui était là, avec les gars de la cité, dehors. Par exemple, moi, sur Grigny, tous les dimanches, il y a tous mes gars de ma génération qui tapent le foot, ils sont au moins 100. Ouais. Tu vois ? Et dans les 100, tout le monde n'était pas un voyou, tout le monde était. Mais ils étaient dans la cité. C'est-à-dire, on était là à faire des matchs interquartiers, on connaissait les histoires du quartier, on était là. T'es assis dans ton quartier, tu vois passer les autres mecs du quartier qui passent, on se vanne, on se lance des marrons. Voilà. Tu vois, moi, je suis de cette époque-là où c'était pas bizarre d'aller à l'école. Après, c'est vrai que les mecs de ton âge à toi et après de ton âge à toi, c'est vrai qu'après, les choses, elles se sont, on va dire. Mais maintenant, avec le temps. Ça s'est évolué. Là, ça a évolué parce que tout le monde. Exactement. Là, tu vas pas à l'école, les petits entre eux, ils le disent. Ils te le disent. Ça a changé là. Là, c'est revenu. Exactement. Et ça, c'est fort. Et ça, je trouve que c'est fort parce que nous, on était vraiment dans la bêtise humaine. De pas vouloir. Mais ça aussi, t'as vu, ça aussi, ça s'explique, les gars. Vous savez, ça s'explique avec quoi ? La montée des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Mais regarde, j'ai une question à te poser avant que tu. Est-ce que maintenant. Parce que voilà, on est du. Voilà, même si on n'a pas. Enfin, on a des âges. Toi, t'es né en 90, c'est ça ? Ouais. Voilà, moi, je suis né en 80, on a 10 ans d'écart, voilà, on en a 6. Mais quand même, on a connu les mêmes choses. Ouais. Nous, avant, dans la cité, c'était impossible. Par exemple, si les réseaux sociaux avaient existé, c'était impossible qu'un mec il aille sur les réseaux sociaux. Parce que, non, c'était parce qu'avant, il y avait des règles dans le quartier. C'est-à-dire, même mettre des teintures, c'était chaud. De ouf. Des grands, il y avait les autorités du quartier. Bien sûr. Si jamais tu te mettais à rapper, tu disais n'importe quoi, ou tu osais dire n'importe quoi en public, tu représentais tout le monde. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être que le passage de mec de cité qui est devenu influenceur, est-ce que c'est pas une hérésie, une innovation, ou même dans l'islam on appelle ça une bidra ? Est-ce que c'est pas Mais bien sûr que si, parce que regarde, de fou de... regarde, aujourd'hui, les petits, c'est fort. Comme tu as dit, regarde, c'est fort ce qu'il dit et je vais l'imager. Quand nous on commence à traîner, comme tu as dit, il y avait cette jurisprudence de la cité. Les lois. Il y avait des lois. C'est-à-dire que à l'époque, filmer quelqu'un, moi je me rappelle quand je commence en 2016 à me filmer comme un con, t'as 3 potes sur 4 qui me disent t'es la honte, la honte, c'est la honte. Ouais. Tu te montres. On retrouvait souvent cette phrase-là. Mais depuis quand des mecs de cité, ils s'affichent ? Voilà, s'afficher, voilà. Depuis quand des mecs de cité s'affichent ? Ça, c'est notre génération. Aujourd'hui, les petits... Moi, je me rappelle quand on était petits, tu sais, on a tous bandé sur... Oh ouais, le mec du quartier, il arrive avec son BM phare jaune. Ouais. Oh ouais. Ah ouais, comment il a fait pour l'acheter, lui ? Elle a bicrave. La tête d'homme, je vais être un meilleur bicraveur que lui. Aujourd'hui, ces mêmes petits-là, c'est limite leurs grands frères qui leur disent tiens, va faire TikTok. Ouais, c'est ça. Va faire Snap. Ils investissent même sur eux. Ils investissent sur eux. Ils voient dans la musique. La différence qu'il va avoir avec nous, c'est que nous, mis à part le fait d'aller à l'école et de travailler derrière, c'était vraiment la seule solution. Quand tu regardes aujourd'hui ce qu'un live TikTok peut te rapporter, même moi, demain, ma fille, fais un live. De ouf. Fais un live. Tu vas nous sortir. Si ça peut te sortir de là. Non, mais c'est vrai. Tu vas nous sortir d'ici. Et pour rebondir sur ce que disait et toi, Bouba, sur le fait qu'on s'affichait, tout à l'heure, tu disais faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai la prétention aussi de dire, en toute humilité, que j'étais l'un des premiers à faire des snaps en prison. Ouais, c'est vrai. Tu vois, faire des snaps en prison. J'ai commencé ma première vidéo en prison. Hein. Ma première vidéo en prison, c'était quand j'étais à Châteaudun en 2009. En 2009, okay. Tu vois. Donc, ça a commencé comme ça, un freestyle en cellule, et dans l'enceinte de la prison, j'ai senti
les surveillants qui venaient me voir dans la cellule, là, j'ai vu ta vidéo, tout ça, là, sur YouTube. C'était sur YouTube, j'avais posté un freestyle en fait. Les surveillants, ils viennent te voir, ils ont regardé. Ils ont dit, ouais, franchement, truc. Bon, ils m'avaient pété mon téléphone. Ah, d'accord, tout, ils m'avaient. Laisse tomber, une histoire de ouf, mais bon, ils m'ont. Laisse tomber, tu vois. Mais après ça, je devais sortir en permission, ils m'ont sauté ma permission, tout ça, bref. Mais après ça, les surveillants venaient et c'est là où j'étais avec Coco T'inquiète. Ouais. Et c'est là où ça a inspiré Coco T'inquiète de faire justement un clip en prison parce qu'il a vu l'engouement qu'il y avait autour de moi dans la prison, tu vois. Mais tout ça pour dire, après, quand je suis allé à Fresnes et je fais des snaps en prison, parce que après j'ai eu Snap et c'est le même Bébert qui était avec moi à Châteaudun, on s'est retrouvés en cellule en Fresnes, ensemble. Et il me dit, j'étais sur Facebook, tu vois, il me dit, mais t'es un ouf toi, fais Snap, il y a Snap. Et je dis, mais non, c'était un peu une honte pour moi de commencer à aller sur Snap. Tu vois, je dis, mais t'es un ouf, Nalani. Il me dit, si. Et quand je fais Snap, je kiffe. Et là, je fais les rois du shopping en prison, un dîner presque parfait en prison, etc. Ouais. Et là, mon frère et mon associé, ils m'envoient des messages. Ils étaient dehors. Moi, j'étais en prison, je faisais ça. Ils m'envoient des messages. Ils me disent, mais mon gars, t'es devenu fou. T'as pété les plombs ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que, mec de cité, tu peux pas t'afficher en faisant des rois du shopping. Exactement. T'es malade, t'as pété les plombs. Il y avait une posture à avoir avant. Ils pensaient que j'avais pété les plombs. Tu dois faire ça. Ouais, tu vois. Il y a des trucs qu'on peut pas faire. Il y a des trucs qui sont tellement logiques en vérité. Tu peux pas faire ça. Non, on peut pas. Après tout ce qu'on a vécu, tu nous niques nos trucs. Tu résumes, le débat, il se résume à ça. Après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, moi, on va te prendre pour un clown. Tu sais qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023. On est le combien? 22 avril 2023. Ah ouais. Tu sais que Booba, vous savez qu'aujourd'hui, je croise des mecs avec qui j'étais en promenade en 2011. Attention, quand je parle de promenade en 2011, je te parle de l'ancien Fleury. Oui, je te parle sous le préau. Mon gars, si tu rentres là-bas. Si tu meurs, tu meurs. C'est les surveillants, ils viennent te chercher et ils mettent grave du temps. Encore, ils viennent te chercher. Si, ils sont beaucoup, ils ont le courage. Et tu sais, je croise encore des mecs de cette époque. Je te jure, des fois, ça m'arrive de les croiser, je sais pas, dans un fête à crêpes ou en bois, tout truc, qui me regardent, qui me disent, Vétcho, mais voilà, t'es un fou, toi. Ils me disent, des fois, je vois les commentaires sur toi. Je leur dis, mais vous n'avez pas vécu avec Vétcho, vous savez pas. Les gens, ils te prennent pour un clown, mais ils savent pas. De ouf. Vice versa. J'ai des petits de ma cité qui viennent me voir. Et des fois, je me pose la question. Et mon pote, il me dit, mais frérot, t'es en train de faire le guignol sur Internet toute la journée. De ouf. Le petit, tu veux qu'il te voie comment? Il n'a pas connu ton époque, voilà, de où t'étais. C'est pas comme nous, les anciens. T'as vu les anciens? Il y a des anciens aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, ils sont fatigués. Tu vas au PMU, ils sont là, ils sont éteints. Mais oh là, quand moi j'étais petit, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, même quand je le vois fatigué devant, tu respectes. L'ancien. Voilà. Comme ça va. Parce que je sais. Toi, je sais quelle terreur t'étais. Je sais. Ouais, je sais. Derrière, je vais voir des petits d'après moi qui vont, le même ancien, qui vont aller le filmer comme si c'était un clown et tout. Ouf. Je me dis, mais ouais. Les réseaux, ils ont tout déréglé. C'est une dinguerie. C'est la Bérésina. C'est du n'importe quoi. Mais t'as vu le délire de... Attends, et pour finir ce que je disais dans l'histoire, parce que Vétcho, après, t'as dit si ma fille, en gros, veut faire un TikTok, je lui laisse. Et ben, tu vois, mon frère et mon associé aujourd'hui, parce que il faut savoir que quand j'ai fait ça, les rois du shopping, après, j'avais posté sur Facebook, ça avait fait plus d'1 200 000 vues, tu vois. Et de là, TPMP m'a appelé, Le Quotidien, France 2, France 3. Et de là, quand je suis sorti de prison, mon frère et mon associé m'ont dit, en vrai, t'avais raison. Tu vois, parce qu'ils ont vu le bout du tunnel, ils se sont dit, ah ouais, peut-être il peut nous sortir d'une panade difficile et compliquée grâce au réseau. Tu vois. Et voilà. Mais est-ce que maintenant, parce que regarde, les mecs de cité qui sont en galère, t'as vu que c'est-à-dire qu'ils sont dans des difficultés, s'ils en viennent à faire des affaires, du business, c'est que ça se passe devant eux, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a ces réseaux-là qui sont devant eux. C'est-à-dire, pour certains, en tout cas, tu vois. Pour ceux qui en ont besoin, en tout cas. Après, je dis pas qu'ils étaient obligés de le faire, mais en tout cas, c'était devant eux, ils se sont dit, vas-y. Et on peut le voir comme de l'entrepreneuriat, en vérité. Parce qu'un mec qui est tête de réseau et qui a ses tartins et qui a toute une équipe, et frère, c'est comme un PDG qui gère, qui gère ses employés à chaque coin de rue. Il a des compétences de RH, il a des compétences de, comment dire, de comptabilité, parce que tout est en tête, pour éviter que, tu vois. Et moi, je me dis que, est-ce que maintenant, les gars de cité, parce que moi j'en connais, des mecs de ma génération, même un peu plus âgés, 45 piges et quelques, la dernière fois j'en vois, il est sur Snap, je lui dis, mais bon, je sais pas si c'était son blaze, parce que c'est des bougs, tu vois, voilà, des anciens. J'ai vu que lui, en fait, il s'est dit, les réseaux sociaux, c'est un filon, quitte à m'afficher,
eh ben frérot, au lieu d'aller faire des affaires d'or, vas-y frère. On va aller sur les réseaux parce qu'il y a moyen de faire de l'oseille en fait. Faut aussi dire que le temps fait qu'on a conscientisé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Booba, toi t'as un 80, c'est-à-dire que t'as 43 ans. Booba, aujourd'hui, dis-moi, est-ce que tu prends le risque de faire passer, allez, je sais pas, je vais dire un truc tout bête, t'as 10 kills. T'as 10 kills, t'es à Grigny, on te dit, ramène-les, je sais pas, à Panta. Sur la route que c'est. T'as combien de chances de te faire péter? T'as 43 ans. Des enfants, tout. T'as des enfants. Tu vas te faire péter. Allez, tu sais quoi? T'es le plus vernis. Même t'es la plus grande balance du monde. Mais tu vas faire tes petits 2 ans. Ouais. À 43 ans, tu te vois aller faire 2 ans avec des petits qui sont nés en 2004? Il y en a qui le font, hein. Je reconnais. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est ça à chaque fois qu'il faut se dire dans les choses. À contrario, t'as 43 ans. Tu fais un peu le kéké, tu vas pas prendre, je sais pas, sur 10 kills, tu prends quoi? On va dire, allez, tu prends allez, 200, 300 euros par kill, ça fait 2000 euros. Et encore. Et 2000 euros pour faire Grigny Pantin, tu te fais péter. Et encore, Richo, t'es gentil. Qui va payer 2000 euros Tu fais un peu le guignol. Derrière, ça va te rapporter 500 euros. Tu vas dormir. Tranquillement. Ouais, il y en a par story, ils font des. Ils sont 1000 euros. Aujourd'hui, il y a ça aussi. Tu as vu, aujourd'hui, il y a ça aussi. C'est-à-dire que les petits, là, et moi, par contre, ça, je trouve ça formidable que les petits se disent ah ouais, non, je peux vendre de la drogue. Pourquoi je vends de la drogue au risque de me faire péter? Laisse-moi aller faire TikTok. Je vais me faire péter, moi. Porte de sortie. Ces mecs-là, au quartier, sont méchants. Oui. Sur leurs vidéos, ils font les cons. Mais je les vois, il y a des petits chihuahuas. Dans leur génération, dans leur truc. Ah non, ils sont méchants. Tu vas pas rigoler avec moi comme ça. Mais t'as vu, moi j'en vois, ils sont inconscients quand même. C'est-à-dire, ils veulent devenir influenceurs, ils sont devenus influenceurs, mais ils font ça sur des rintés. T'as vu, ils sont là en train de vendre des parfums, des trucs, mais t'as vu, il est là, il raconte ses trucs, mais ils sont à rintés en vérité. Tu vois. Et moi j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont inconscients. C'est-à-dire que. Voilà, et moi ce que je me dis aussi, c'est que. Voilà, c'est un moyen aussi d'ascenseur social, parce que l'ascenseur social, il est bloqué en réalité pour une partie de la population, tu vois. Et du coup, est-ce que devenir influenceur, c'est pas une manière, comme Nasdaq, là, tu vois, comme Nasdaq ou d'autres encore, est-ce que c'est pas une manière de monter socialement? Tu sais, il y a un mec, un jour, il m'a appelé à la radio, je faisais un débat là-dessus, il m'appelle, il me dit, je veux parler de Booba, le rappeur. Je dis, oh, pourquoi tu veux parler de Booba? Il me dit, il n'a pas conscience d'attaquer les influenceurs qui nous a fait du mal à nous. Je dis, mais de quoi tu parles? Il me dit, moi, regarde. J'allais en venir en plus. Et choqué, tu vois. Je dis, de quoi tu parles? Il me dit, voilà, moi, je vends des trucs sur Snap, légal, des trucs légaux, mais maintenant, à cause de la guerre qu'il a fait contre les influenceurs, tout le monde met tout le monde dans le même sac, et aujourd'hui, je peux plus vendre mes trucs parce qu'ils considèrent que c'est de la carotte ou des trucs, ou ceci. Je vais bien expliquer ça. Et ça, ouais, après, je vais te laisser. Et ça, pour dire ce que Booba disait, c'est que, en vrai, ce mec-là, c'était sa porte de sortie, son issue de secours. Exactement. Il s'est mis sur Snap pour vendre des trucs. Voilà, après, tu vas détailler. Pour vendre des trucs. Et au final, les influenceurs, vu que maintenant ils sont un peu dans la panade, et ben, son business a chuté. Je vais détailler ça. Tout à l'heure, quand on s'est vu, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, mais t'as plus Snap? Ouais. J'ai pas osé te dire le vrai. Je t'ai dit, oui, j'ai plus et tout. Mais là, maintenant que tu mets la main dessus, je peux le dire. Booba et moi, en lien direct, on n'en a aucun. Mais à mon petit niveau. Okay. À mon petit niveau. Booba okay. À mon petit niveau. Pourquoi? On ne s'en rend pas compte. Mais ce que Booba a fait, c'est une dinguerie. Pourquoi? Quand Booba fait la guerre aux influenceurs, au début, personne ne l'écoute. Mais il faut savoir que nous, petits influenceurs qu'on est, nous, on ne fait pas du dropshipping. T'as vu les grosses têtes? Les grosses têtes, eux, qui sont en agence et tout, eux, on les paye. Ça veut dire qu'ils ont des fiches de paye, des contrats, c'est déclaré aux impôts, ils payent des impôts sur le revenu. Voilà, donc eux dorment tranquilles. Nous, les influenceurs dits de cité, on fait de la pub pour qui? Pour nos gars, commerces de cité. Nos gars, nous. Ouais. On est d'accord. On fait de la pub pour des commerces de cité. Donc, quand je dis que Booba il nous baise, pourquoi il nous baise? Quand Booba il parle
Ça fait bruit, ça fait bruit, ça fait bruit, ça fait bruit. Bam, le gouvernement, il s'en mêle. À partir du moment où le gouvernement s'en mêle, qui plus est, ils savent que là, il y a de l'argent qui leur passe sous les yeux et qu'ils ne touchent pas un. Donc, ils ont créé une brigade spéciale réseaux sociaux. Hein? Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils ont créé une brigade spéciale réseaux sociaux. Okay. Attention, mon pote. Ça veut dire que avant... Et d'un côté, excuse-moi de te couper, je mets une petite parenthèse, et d'un côté, ça veut dire que c'est compliqué. Parce que, en vrai de vrai, il fait bien de le dire, Vecho, on est des Snapchatters, on va dire, de cité, qui font des pubs pour des gens de cité. Donc des gens comme nous, qui essayons de s'en sortir et d'avoir un commerce. Donc en vrai, ça dégringole sur tout le monde. Et c'est-à-dire que le mec qui a essayé de faire son commerce, il s'est dit, je vais prendre Vecho parce qu'il a du monde sur Snap, ça va me ramener des clients. Lui aussi, ça lui met dans les problèmes. Exactement. Et pourquoi? Pour finir la fin, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un code de la route. D'un code de... Aujourd'hui, tu vas partager. Tu vas dire, oui, je sais pas, Booba fait des codes à tant d'euros. Cette brigade-là vont dire, mais il te paye de main à main. Piouf, bloquer ton Snap, bloquer tes trucs, parle d'autre chose. Ne fais pas d'argent. Ne fais pas d'argent. Donc, quand tu m'as dit, mais pourquoi tu n'as plus Snap? Parce qu'aujourd'hui, ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Et moi, je l'ai toujours dit. Être connu pour être connu, ça ne m'a jamais intéressé. Ou en tout cas, ça ne t'intéresse plus. Non, ça m'a jamais intéressé. Même quand tu étais jeune, c'était pas... En fait, être connu, ça a toujours eu un objectif pour moi. Quand j'étais petit, là, cyber, je voulais être connu pour qu'on sache que c'est moi le plus fort à la bagarre. Ouais, ok. Tu vois, il y avait les trucs de cité, quoi. Il y avait toujours quelqu'un. Faut que mon nom il tourne dans la cité, qui disent Vecho, c'est lui le plus fort. Lui, c'est le méchant. Voilà pourquoi je voulais être connu à l'époque. Après, j'ai eu ma période où je voulais que les gens sachent que je suis le meilleur danseur. T'as vu? J'associais les deux, danse et bagarre. C'est-à-dire que dans l'après-midi, toute l'après-midi, tu peux me voir en train de danser. Puis dès que l'après-midi est fini, je redeviens ce mec de cité qui est t'habites tout toi. En fait, t'étais un MC Jean Gabin, mais après Gabin, quoi. Parce que Gabin, il était danseur aussi et bagarre aussi. T'as capté. Quand je suis arrivé sur Snap, en 2016, après ma vidéo de gradure et tout, dès la première vidéo, je vais essayer de la retrouver, je vous l'enverrai en privé. Dès la première vidéo, je refais une vidéo derrière, je dis, hey, bon, maintenant qu'on a la visibilité, les gars, on va essayer de rentabiliser tout ça. Depuis longtemps, j'ai toujours pensé à rentabiliser. M'afficher pour m'afficher, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui snap, ils veulent juste être connus. Ouais. Juste pour que cette on les reconnaisse dans la rue, gens, des trucs. Ça va, je peux faire... Ça m'intéresse pas, moi. Je préfère être pauvre, tu me connais pas. Non, dans l'ombre que est riche, que être visible, qu'être visible et être pauvre. Être pauvre. Si je suis dans l'ombre, je suis riche. Ça me va. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 2 mois, j'ai un compte à 600 000 personnes. Je fais de la pub, bam, le compte il saute. J'en refais un derrière. Je passe de 600 000 à 100 000. J'ai perdu 500 000 personnes en route. Puisque j'ai plus la force de dire, hey, partagez-moi, tout. Bam, il ressaute. Il y en a 3-4 qui sautent comme ça. Je me retrouve avec un compte avec 20 000 personnes. Mais attention, les 20 000, c'est 20 000 Vecho. Donc mon compte, il n'y a pas énormément de vues comme avant. Mais solide. Solide. Au niveau des retombées aussi, solide. Et je tourne. Mais je me rends compte que je fais de moins en moins de placements de produits, de moins en moins de pubs. Parce qu'il y a plus de restrictions. Tu ne peux plus parler de ça. Tu ne peux plus dire ça. Quand tu parles de ça, ils te bloquent. La brigade, elle t'envoie des mails maintenant. Tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de vendre ça. Ou tu dois déclarer ça, bam, 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 bam. Jusqu'à qu'il y a 1 mois, quand mon compte il saute, je me dis, mais attends, je ne fais plus de vidéos. Faire des vidéos pour faire des vidéos, ça ne m'intéresse pas. Fais un snap comme tout le monde. Tu snaps ton petit quotidien, les gens ils rigolent. Tu snaps à la cité. Aujourd'hui, tu prends mon snap, sur 200 vues, il y en a 180, c'est des mecs de ma cité. Toute génération confondue. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu veux que j'ai tout le monde? Ça ne paye plus. Tu ne peux plus faire autant de placements que tu le faisais librement. Pourquoi je vais aller m'afficher? Voilà, on arrive à la fin de notre entretien parce que je sais que vous devez Ziac. Mais est-ce que le délire d'afficher les gens, parce que là aujourd'hui on voit des gens sur les réseaux qui affichent des gens, même les clashs, on va dire, t'as vu? Est-ce que l'origine des clashs ou même l'origine d'afficher les gens de manière publique, ça remonte pas à l'époque des cyber aussi? Parce que moi, mon informatrice, elle me dit qu'à l'époque des cyber, c'est là que ça a commencé le délire de on t'affiche en public.
Genre, vas-y sur Facebook ou je ne sais quel réseau, et vas-y frère, on te fait, tu vois, on te fait avec des commentaires, tout ça. Après, je sais qu'à l'époque, sur Facebook, on mettait ta photo et dans les commentaires, on se lâchait. Mais ça, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si c'est ça précurseur, ça a toujours été comme ça. Même sans les réseaux sociaux, quand tu regardes, par exemple, toi, tu es de Grigny. Grigny, c'est une zone, on ne va pas se mentir, où ça chambre énormément. Il y a beaucoup de charriers. Tu sais, il y a des zones comme ça. On sait que là-bas, ça charrie de ouf. Ah, tu viens de Grigny? Ah ouais, vous charriez de ouf. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Non, je pense qu'il y a toujours eu ce... on va te mettre au milieu, tout le monde se lâche sur toi. Sauf que là, les réseaux sociaux, ça... Tu sais... Ça a amplifié le truc parce que tout le monde. Parce que maintenant, moi je suis d'accord avec Vecho, ça va même au-delà de ça. À l'époque, même du Moyen-Âge. Tu vois, à la place publique, on disait sur la place publique, on faisait passer même les ennemis au truc. Voilà. On leur jetait des choux, des tomates, des ceci, des cela, et ça restait dans le village. Mais là, comme Vecho l'a dit, avec les réseaux, ça touche peut-être un mec. Voilà. Tu vois, à l'époque, nous dans notre quartier, tu pouvais te battre avec un mec, tu le mettais tout nu, je sais pas, tu l'affichais, tu prenais son truc, ça restait que dans la cité, ou entre les mecs, t'as entendu. Voilà. Mais aujourd'hui, les réseaux sont faits que demain, il va se passer un truc à Grigny, même à Marseille, ils vont être au courant. Exactement. Tu vois, grâce ou à cause. Parce que quand c'est une personne qu'on affiche, c'est pas bien, tu vois. Donc c'est à cause là des réseaux. Mais quand c'est pour une bonne chose aussi, quand il faut partager, par exemple, une fille qui est perdue et il faut la retrouver, quand tout le monde partage, là c'est grâce. Donc il y a les avantages et les inconvénients. Mais je pense que c'est depuis moi, je pense que la question, tu devrais la poser autrement. Dis-moi. Tu ne devrais pas dire est-ce que c'est à cause ou grâce. Moi, je pense que la question, qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens ont cette facilité à afficher les autres. Parce que les gens aiment le sang. C'est la nature humaine qui est mauvaise. Afficher sur la place publique, ça a toujours été... depuis la nuit des temps, tu sais, tu prends deux petits, t'es au quartier. Quand il n'y a personne, ça se vanne tout doucement. Et tu sais, quand il y a des gens qui commencent à arriver, il y en a toujours un qui va monter sur sa chaise et parler plus fort, vouloir faire rigoler tout le monde. Ça existe depuis tout le temps. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens ont cette facilité à le faire. Ça sera le sujet d'un autre débat, calmement. La question que je voudrais vous poser, dernière. J'ai l'impression que le game, il s'est un peu renouvelé avec des anciens, c'est-à-dire des anciens dont jamais de la vie serait montré sur les réseaux. C'est-à-dire des profils de grands quartiers, plus âgés, la quarantaine, comme mon âge. Ils ont un passé sulfureux, c'est des anciens bandits et des actuels repentis, tu vois, et dont certains même ils sont respectés toujours dans leur cité, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils sont devenus des influenceurs bons ou malgré eux, genre Youv, Rudy Terranova, là, qu'on voit même dans les funérailles des tabous, et d'autres encore, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est devenu des nouveaux influenceurs. Tu vois, c'est ces mecs de l'époque qui jamais de la vie, parce que moi les mecs de ma génération, il y en a plein, ils sont même pas sur Instagram, ils ont des Instagram cachés, jamais de la vie. Est-ce que pour vous, eux, ils participent à ce game des influenceurs? Demain, répondez-moi sérieusement, et je pense que c'est ta génération. Toi, c'est ton département, toi, c'est ta génération. Demain, vous allez voir Ferrara sur Snap. Par exemple, là, Ferrara, en 2023, je le vois sur Snap, pour moi, je dis, il est fou. Oui, non mais... Moi, je remets pas en cause leur passé ou leur véracité vis-à-vis de leur passé, tu vois. Je me dis que peut-être que tu as vu, comme ils le disent, est-ce que c'est pas une manière pour eux de transmettre aujourd'hui, tu as vu? Les mecs, ils ont fait pas mal d'années de prison, est-ce qu'on peut pas le prendre comme eux ils le disent là aujourd'hui, c'est-à-dire en tout cas ils évoluent avec leur temps aussi, c'est-à-dire qu'on conseillait les petits et t'as vu, nous on a fait de la tôle, on a fait ci, on a fait ça. En fait ça dépend le message et c'est bien de prendre les réseaux, ça dépend le message que tu veux faire passer. Si c'est pour faire de la prévention et dire nous comme t'as dit on a fait de la tôle mais on n'est pas fiers, etc. Et aujourd'hui si ça peut leur permettre aussi de faire de l'oseille. Parce que t'as vu, quand tu fais pas mal d'années de prison, tu sais très bien que quand tu sors, c'est compliqué pour retrouver du travail ou du boulot. Si aujourd'hui les réseaux, moi tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sais plus, personne. Moi je suis contre les gens qui sont contre les influenceurs. Tu vois, les gens ils vont me dire ah ouais, mais t'imagines même pas. Les carotteurs, c'est des carotteurs. Les influenceurs, c'est pas des carotteurs. T'as vu ce que je veux dire? Enfin, pas tous en tout cas. Il y en a qui, comme des bons et des mauvais partout, tu vois. Moi je suis pas contre les influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, si demain, Vecho l'a dit, ma fille, même si j'ai pas d'enfant, ou mon petit frère ou ma petite fille ou truc, peut nous permettre ou peut se permettre à elle de faire quelque chose qu'elle aime et que ça lui rapporte de l'argent et qu'elle est heureuse, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui... T'as vu ceux qui sont, excuse-moi de te couper, ceux qui sont contre les influenceurs,
c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu remarqueras que c'est ce que tu ne peux pas avoir que tu critiques. T'as vu? Et moi, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre parce que j'ai été dans les deux situations. T'as vu quand tu te lèves tous les matins à 6 h, Voilà. tu rentres à 18 h, t'as sué, et qu'on te dit le mec est là-bas, là, il fait des vidéos, il gagne autant que toi, ça t'énerve. C'est un peu comme les médecins et les footballeurs. Et 64 ans. Maintenant, la retraite. C'est-à-dire que le travail que tu fais là. C'est un peu comme les footballeurs, t'as vu, c'est un peu comme les footballeurs et les médecins. Les médecins trouvent incroyable que des mecs se lèvent à courir derrière un ballon, toucher autant. Et alors qu'eux, ils ont fait des études, ils sauvent des vies. Ils font des longues études. Mais j'ai envie de te dire, ils critiquent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. En tout cas, pour finir les refrains, voilà, pour moi, même le fait qu'on fasse une émission là où on se montre, pour moi, je m'inclus dedans, on a tous pété un plomb. T'as vu? Mais, comment dire? C'est vrai qu'à l'époque, on ne faisait pas ça. On pouvait pas le faire. Même là, ce que je fais là, venir. C'était une dinguerie. Parce que moi-même. On t'invite à la télé. Ça, c'est dans un hall de quartier, normalement. C'est-à-dire, dans un hall. T'as vu, t'y allais, tu mettais ta capuche, ton truc, tu parlais, tu voulais pas qu'on te reconnaisse et tout. Moi-même, quand mon ancien m'a proposé ça, je lui ai dit non, je veux venir présenter des trucs, tout ça. Aujourd'hui, on le fait, mais t'as vu, on reste dans une certaine, comment dire, même si on. Voilà. C'est-à-dire que. Parce que les choses aussi, elles se sont un peu plus décomplexées aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que. On peut montrer nos visages de. Parce que ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait dans nos halls, dans les quartiers, tu vois, ou même chez nous, tu vois. C'est-à-dire, on sait qu'il y a quand même certaines règles à pas dépasser, tout de même. Parce que t'as vu, moi, des fois, quand il y a des sujets un peu brûlants, moi, il y a des anciens qui m'appellent et me disent qu'est-ce qu'il a raconté lui sur le plateau là, tu vois? Moi, mes anciens ils m'appellent encore, tu vois. Les vérificateurs, tu vois. Regarde, Bouba, je vais te poser la question, mais d'un autre angle, et tu vas répondre tout seul. Est-ce que aujourd'hui, si tous ces réseaux et tout ça rapporterait pas, est-ce que les gens le feraient? Non, tu le ferais pas. Non. Voilà. Donc tu réponds à la question. Aujourd'hui, on ne s'affiche pas. On a trouvé un nouveau moyen de faire de l'argent. Voilà. Et un moyen aussi. Parce qu'il y a des sans armes ni violence. Regarde, par comme exemple, on dit, c'est le braquage du siècle. Sans armes ni violence. Moi, c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est pour rester dans le thème. Par exemple, moi, demain, il n'y a pas de. Attends, je crois que son micro. C'est quoi son micro marche plus? Trop loin, parle devant le micro. Moi, par exemple, demain, qui est un client ou pas de client, qui est une meuf, qui est pas de meuf, je peux aller en boîte. Moi, j'aime tellement la musique, la nuit, le délire de la nuit, que je peux y aller en club. Il y a que des gars. C'est pas grave. Bah, je prends cet exemple. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, faire des émissions où tu parles un peu de tout, si ça ne te rapporte pas, tu les fais? Non, mais après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, tu vois. Ça remporte pas de ouf. Bah oui, on est en train de travailler pour que ça le fasse. Bien sûr. Mais vraiment, si on s'est mis dedans, moi, je suis un mec cérébral, je suis comme une meuf, tu vois. C'est-à-dire, je réfléchis trop. Je me suis dit, le seul moyen. Nous, je pense qu'on se ressemble. On parle avec les petits de nos quartiers. On a vu que l'un des meilleurs moyens de pouvoir toucher nos petits dans les quartiers, ou même ailleurs, c'est les réseaux. Ouais. Il faut être là où ils sont. Et je me rends compte que tu as vu, le fait qu'on fasse des émissions, tous là, tous là, on fait des émissions, on fait des trucs, on arrive à toucher nos petits. C'est-à-dire que nos petits, quand on arrive au quartier, ils te connaissent sans que tu les connaisses. Mais je pense que tu as vu, mais certains d'entre nous, même si on n'aurait pas fait ça, mais vu qu'on a fait des choses dans notre quartier, il y a des choses qui se transmettent. Moi, il y a des petits des mecs qui ont 25 ans ou 30 ans aujourd'hui, ils disent à d'autres petits de 20 ans, ouais, lui, c'est Black 10, il a fait ça pour le quartier il y a 20 ans, nanani, parce qu'on a fait des choses, tu vois. Exactement. Et nous, on n'est pas là pour le mettre en avant, ça. Mais quoi qu'il en soit... il sera mis en avant, de toute façon. Voilà, le quartier vit, hein, t'as vu. Comme dit le magazine People du quartier, il vit, frère. T'as vu, il fait. Sauf que nous, on n'est plus dedans parce qu'on traîne plus, tu vois. Il y a le magazine People du quartier. Un magazine People du quartier, je te jure. Nous, quand on était lui, il a déménagé, mais avant, à l'époque, quand il venait, il te raconte ton CV mieux, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, à l'époque, on traînait au quartier, tous. Qu'on a fait des conneries ou pas, on était au courant du magazine People, ce qui se passait, les histoires, lui s'est bagarré avec lui a fait ci, lui a fait ça, mais quoi qu'il en soit, c'est un bon canal pour transmettre ce qu'on a transmis. De ouf. Moi, je me souviens de l'émission que vous avez faite à Grigny à l'époque, sur la scène de Sidney Bechet. Même vous parliez des rapports avec la police et les jeunes. Je me rappelle. Toi, t'étais intervenu. TV, là, le truc. Voilà. Exactement. Ça dit quoi? Et moi, j'aimais bien ta réponse quand t'as parlé des rapports avec la police et les jeunes. T'as dit, mais est-ce que c'est pas aussi de notre faute aussi? Parce qu'on arrive à se remettre en question sur même ce qu'on pensait avant. De ouf. Et c'est cool. Les mecs, je pense qu'on va se faire une deuxième partie parce qu'on a trop de choses à se dire. Volontiers. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous, les refs. Merci pour l'invitation. Merci.